Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission 21h, le grand rendez-vous, émission consacrée à l'actualité qui prévaut au Gabon, notamment la session criminelle spéciale ouverte il y a plus d'une semaine maintenant, avec au cœur de cette session criminelle spéciale l'affaire Sylvia Bongo Ondimba, Noureddine Bongo Valentin et le verdict qui est donc tombé dans cette émission fera le point donc sur les enseignements à tirer donc, de cette session criminelle spéciale et de la lutte contre la corruption au Gabon, un sujet abondamment commenté dans les salons feutrés, mais aussi sur les réseaux sociaux. Seconde partie de l'émission consacrée au social avec l'annonce faite par la direction générale du groupe Sekagadis de la fermeture de plus d'une vingtaine de magasins, repartir sur l'ensemble du territoire avec en droite ligne le chômage pour certaines familles et peut-être une inflation qui sera constatée dans les régions dans lesquelles ces magasins seront fermés. Pour faire le point sur cette forte actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 4 invités, pas de moindre. Je reçois Jean-Christian Kombila, journaliste, et il est également coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Je reçois aussi Félicien Rodrigue Nvou, acteur politique, militant du Parti démocratique gabonais, le PDG, désormais seconde force politique de Gabon. Monsieur Félicien Rodrigue Nvou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je reçois aussi Stevie Essima à sa qualité de président de la plateforme Expression Citoyenne. Monsieur Essima, bonsoir. Bonsoir. Et je reçois Pascal Koulou, acteur politique. Monsieur Koulou, bonsoir. Merci beaucoup à tous les quatre d'être sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous afin que nous puissions mettre le marqueur sur les points saillants donc, de l'actualité judiciaire et politique, sinon politico-judiciaire qui prévaut au Gabon ces dernières semaines à la faveur notamment de la session criminelle spéciale. Vous le savez, le verdict a donc été rendu. L'affaire Sylvia Bongo Ondimba, Noureddine Bongo Valentin, l'ancienne première dame et son fils, et une dizaine de proches collaborateurs de l'ancien président Ali Bongo Ondimba qui ont donc été jugés et la main du parquet n'a pas tremblé en rendant son verdict. Alors, pour ce qui est donc des peines prononcées à l'endroit des ceux qui sont désormais reconnus pour certains coupables, on retient que Steve Zeko Dieko a été donc reconnu non coupable de blanchiment d'argent, levé de résidence surveillée et du gel de ses avoirs. Gisèle Mombo, reconnue coupable de blanchiment de capitaux, 26 mois de prison et 5 millions d'amende, levé du mandat de dépôt. Yann Goulou, 15 ans de prison, dont 5 avec sursis et 10 millions d'amende. Mohamed Ali Saliou, 15 ans de prison, dont 5 avec sursis et 10 millions d'amende. 10 millions également d'amende et 15 ans de prison, dont 5 avec sursis pour Abdoul Ossedi. Jesse Ela Ekoga écope de 10 ans de prison, dont 7 avec sursis, 10 millions d'amende placés sous mandat de dépôt. Kim Un, 5 ans de prison et 50 millions d'amende placés sous mandat de dépôt. Gabin Ota, 3 ans de prison, dont 1 avec sursis, placé sous mandat de dépôt, plus 5 millions d'amende. Jordan Camuset, 3 ans de prison, avec sursis, 5 millions d'amende levées de la mesure de résidence surveillée. Syriac Vorandiami, 26 mois de prison, main levée du mandat de dépôt, levé du gel des avoirs bancaires, 5 millions d'amende avec levé du mandat de dépôt également. Il y a également des montants qui ont été arrêtés par le tribunal au fait des réparations. Abdoul Osseni, 6 milliards de francs CFA. Jordan Cabuset, 10 millions de francs CFA. Yann Goulou, 1 milliard 200 millions de francs CFA. Gabon Ota, 110 millions de francs CFA. Kim Un, 1 milliard 41 millions de francs CFA. Jesse Ela Ekoga, 295 millions de francs CFA. Syriac Vorandiami, 25 millions de francs CFA. Et Mohamed Ali Saliou, 5 milliards 200 millions de francs CFA, messieurs, c'est à donner le tournis, ces montants, ces milliards de francs CFA. Félicien Rodrigue, vous. Bon, moi, je ne parlerai pas des milliards parce que nous avions la justice à parler et la justice est là pour juger les infractions et les délits. Et donc, la justice
s'est prononcé. C'était un procès à rebondissement, puisque dans la mesure où le réquisitoire des différents avocats laissait apparaître que ce sont des petites mains. Autrement dit, on a jugé des simples exécutants et on n'a pas pu juger les principaux donneurs d'ordre qui, malheureusement, ne sont pas inquiétés et courent toujours. Donc, pour moi, le procès laisse quand même un goût d'inachevé et ça questionne sur l'avenir. Qu'en serait-il lorsque les faits avérés vont s'opposer? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'a pas pu tenir un procès où il y avait les principaux donneurs d'ordre et on va tenir un autre procès là où on va vouloir exiger les donneurs d'ordre? Donc ça laisse, c'est la République qui appréciera, c'est chacun de nous d'apprécier comment le fonctionnement de notre justice à ce niveau du débat. Stevie et Sima, je crois que le parquet avait déjà donné un verdict, vous prononcez un verdict à l'endroit de Sylvia Bongo Ondimba et de Noridine Bongo Valentin qui ont notamment été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle avec des amendes aussi à payer. Là, donc, il y a ce verdict à l'endroit de ceux qui ont été présents à la barre. Quelle est votre appréciation de ce verdict? Très bien. Pour apprécier le verdict, il faut apprécier le procès en lui-même, dans son fondement, dans son essence et dans son déroulé. Ce fut un procès historique pour notre République. De mémoire de Gabonais, jamais on n'a assisté à un tel procès impliquant des personnalités de haut niveau, comme cela a été le cas, notamment en quantité aussi importante. Et il faut dire aussi que ce procès, on peut l'apprécier à deux niveaux. Premièrement, les Gabonais, à l'annonce du procès, ont salué l'idée que l'impunité ne soit plus une option dans notre pays, que chacun puisse enfin répondre de ses actes. Sauf que nous avons été un peu refroidis par le fait que les auteurs principaux des errements qui sont reprochés ici n'aient pas été partie prenante au procès, notamment l'ancienne première dame, Mme Sylvia Bongo, et son fils Nouroudine Bongo. C'est un peu donné un goût amer pour l'opinion publique nationale, mais qu'à cela ne tienne, la justice a dit qu'elle fera son travail et que les peines seront prononcées. Les peines ont été prononcées à l'encontre de ces deux personnalités, notamment Sylvia Bongo et son fils Nouroudine. Et les co-accusés qui étaient présents pendant le procès ont aussi eu leur condamnation. L'idée, c'est maintenant la suite du procès. Parce que les décisions de justice doivent être exécutoires. Et il faut donc qu'on parvienne à exécuter ces décisions de justice. Pour ceux qui ont été là, je pense que ce sera facile. Les gens qui sont mis sous mandat de dépôt vont retourner en prison. Les gens qui sont acquittés vont aller chez eux. Les gens dont la résidence surveillée a été levée vont retrouver leur mouvement de mobilité. Mais le vrai enjeu, c'est de faire appliquer les peines qui ont été prononcées à l'encontre de ceux-là qui n'ont pas été présents pendant le procès. Et pour terminer, il faut aussi dire que ce procès a une valeur pédagogique dans nos sociétés. Parce que, en réalité, au-delà de ce procès, c'est la société gabonaise qui a été diagnostiquée en profondeur. C'est notre établissement politique et institutionnel qui a été diagnostiqué en profondeur. Voilà l'image du Gabon. Voilà l'image de la gouvernance du Gabon depuis quelques années qui a été mise au grand jour. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce procès serve de support pédagogique pour ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité et ceux qui le seront demain. Parce que l'impunité ne peut plus être une option au Gabon. Il faut que chacun, lorsqu'il est mis en responsabilité, ait la conscience citoyenne, patriotique, mais aussi le regard ou le rapport avec le droit pour dire que demain, je rendrai forcément des comptes. Parce que quoi qu'on en dise, même si Sylvia Bongo et son fils n'ont pas été là, ils ont rendu des comptes. Même si ce n'est pas procédure interposée, ils ont rendu des comptes. Donc, chacun au Gabon doit savoir qu'à un moment donné de l'histoire, chacun rendra des comptes. Et ça doit servir donc de leçon à nous tous qui prétendons à assumer des responsabilités publiques dans notre pays pour dire que plus jamais ça.
Pascal Nkoulou, quel enseignement vous tirez justement de cette session criminelle spéciale et des verdicts prononcés à l'endroit de ceux qui ont été reconnus coupables des charges qui pesaient sur eux? Bon, écoutez, vous savez que ce procès, de manière générale, hein, il y a un certain nombre de leçons que nous devons tirer de ce qui vient de se passer. Et ensuite, la question de fond, c'est est-ce que nous avons atteint, est-ce que ce procès a atteint son objectif? Et pour répondre à votre question, il faut voir au travers des peines et des condamnations, est-ce qu'elles sont proportionnelles aux dommages causés? Parce que toute chose doit être proportionnelle. Or, le sentiment, quand on voit en termes d'unité de ce qui a été fait, tout est de l'ordre du milliard. Et là, à la fin, on a des condamnations qui paraissent être des condamnations de personnes qui auraient agi de manière ordinaire. Or, c'est clair, dans un certain nombre de nos textes, les crimes économiques sont pratiquement élevés au même niveau que les crimes humains. C'est l'impact des comportements malveillants de ces compatriotes sur l'ensemble de la chaîne de notre société qu'il va falloir évaluer. Vous savez, on nous a construit des hôpitaux. Il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de radiologie performante. Et vous avez à côté des petits gamins qui s'amusent à détourner des milliards. Donc la conséquence de leur inconséquence, c'est les morts dans les hôpitaux, c'est les morts sur la route, c'est l'absence d'eau, c'est l'absence d'électricité, c'est les écoles pléthoriques, c'est le manque d'argent public parce qu'elle a été décidé que la fonction publique ne pouvait plus recruter. Tout ceci, aujourd'hui, nous ramène à quoi? Nous ramène que le Gabon n'a souffert que de l'incurie de ceux qui étaient à sa tête. Et socialement, tout le monde a été pauperisé. Donc, quand vous posez la question de savoir, est-ce que les condamnations, les peines répondent? Écoutez, vous-même regardez, c'est de l'ordre abyssal entre ce qui a été fait et la déstructuration profonde de notre société. Parce que ça, c'est sur une échelle de 2 à 3 ans. Mais si on avait fait une évaluation des 42 ans de Bongo et de l'ensemble de la gouvernance sur Ali Bongo, je crois que tous les Gabonais auraient eu ce qu'on appelle des urticaires, c'est-à-dire on aurait eu la bouche en se disant qu'est-ce qu'on a été lâche, qu'est-ce qu'on a été excessivement tolérant, comment avons-nous été aussi aveugles et aussi tolérants. Et pour terminer, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on en est sorti? Monsieur Essima parlait de pédagogie. Ce sera un autre point qu'on va aborder évidemment dans cette émission. Jean-Christian Kombila, les enseignements que vous tirez, est-ce que vous êtes d'avis avec Pascal Nkoulou sur ce qu'il est en train de dire? Vous trouvez que les peines sont-elles complaisantes, que la main de la justice, certes, n'a pas tremblé, mais que les peines pouvaient être plus lourdes à l'endroit de ceux qui ont été reconnus comme étant coupables de prévarication, de blanchiment de capitaux, de fonds en agriculture, surtout de détournement de plusieurs milliards de francs CFA des caisses de l'État? Par principe, je suis respectueux des institutions, parce que je suis d'une culture professionnelle essentiellement républicaine. Et donc, l'institution judiciaire a rendu son verdict à travers la décision globale de la Cour criminelle spéciale. Et donc, je m'incline respectueusement devant cette décision-là. Maintenant, le procès de Madame Sylvia Bongo et de son fils est la première étape, n'est-ce pas, a constitué la première étape de ce procès du système et du régime d'Ali Bongo Ondimba. Ce procès est donc le procès du régime d'Ali Bongo Ondimba. C'est le procès du système qui a gouverné notre pays au cours de ces 14 dernières années. Un système politique qui avait favorisé à la fois l'affairisme, la politisation outrancière de l'administration et en même temps le népotisme et la gabégie, n'est-ce pas, dans la gestion des finances publiques. Et donc, on a pu observer au cours du procès de Madame Sylvia Bongo et de son fils que plusieurs milliards de francs CFA, n'est-ce pas, ont été détournés de leur objectif initial qui, en principe, doit être celui de la satisfaction, n'est-ce pas, des attentes légitimes de l'ensemble de la population gabonaise. Et donc, ce procès-là a révélé à la fois la présence, n'est-ce pas, au cœur de l'appareil d'État de compatriotes sans trajectoire
professionnels avérés pour servir l'État. On a bien pu voir à travers l'enquête de moralité ou les enquêtes de moralité qui ont été faites sur chacun de ces protagonistes-là, que plusieurs d'entre eux n'ont pas été formés au service de l'État. Ils ont davantage été formés dans le monde des affaires et donc leur formation et leurs divers cursus ont impacté, n'est-ce pas, leur rapport à l'État, leur rapport aux institutions républicaines. Et donc, on a bien pu voir que ce sont de jeunes affairistes qui se sont retrouvés au cœur de l'appareil d'État et donc qui ont eu, n'est-ce pas, à gérer des deniers publics importants et à détourner de leurs objectifs. Maintenant, il y a aussi des leçons à tirer sur un plan purement humain, car ce procès est aussi un procès de la morale. La morale qui pointe principalement M. Ali Bongo Ondimba et son épouse, Mme Sylvia. Et lorsque l'on questionne la question de la morale, on est obligé de mettre en parallèle deux choses. Il y a eu dans ce pays Mme Edith Lucie Bongo, paix à son âme, qui a été première dame, et qui a eu un comportement globalement cohérent, n'est-ce pas? Un comportement en phase avec n'est-ce pas, avec cette nécessité qui doit être celle d'une première dame, à savoir servir le plus grand nombre, sans distinction de religion, sans distinction de genre, sans distinction, n'est-ce pas, de culture. Donc, Mme Edith Lucie Bongo a laissé une empreinte forte sur notre société. Et lorsque l'on compare à Mme, à l'autre première dame qui était Sylvia Bongo Ondimba, on voit bien que son bilan est catastrophique sur le plan humain. Mais vous savez, Jean-Christian Kombila, quand vous évoquez, vous prenez cet exemple pour illustrer justement votre argumentaire, qu'il y a également certaines voix qui se lèvent aussi pour demander à ce qu'il y ait plus une forme de traçabilité ou de lumière sur les fonds qui sont mise à la disposition des différentes fondations des premières dames. Vous parlez de la première dame Edith Lucie Bongo, dont on sait qu'elle était à la tête, pas d'une fondation, mais je pense d'une organisation qu'on appelait l'OBDAS, notamment, qui a beaucoup œuvré dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. Ensuite, il y a eu la première dame Sylvia Bongo, qui avait également une fondation. Et là, aujourd'hui, on a également une première dame qui a également une fondation. Et tous les Gabonais savent que le président de la République a deux épouses officielles. Donc, la seconde épouse a également une fondation. Et il y a aussi des Gabonais qui se disent est-ce qu'il serait possible qu'il y ait une forme de lumière qui soit faite justement sur les fonds qui sont alloués au fonctionnement de ces fondations qui font un travail remarquable sur le terrain, notamment sur le plan social. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, puisqu'on est en train de parler de lutte contre la corruption et des gestions parcimonieuses des fonds de l'État, que les mécanismes qui doivent être mis en place, parce que là on va au-delà du procès, le verdict a été rendu, les mécanismes à mettre en place pour qu'on dise plus jamais ça au Gabon. Vous pensez qu'à ce niveau-là aussi, il faut qu'il y ait de la lumière qui soit faite? Nécessairement, il faudra absolument qu'il y ait de la transparence, n'est-ce pas, dans cette distinction qui doit être faite entre les deniers publics, n'est-ce pas, et des fonds privés, sachant bien que des fondations vivent essentiellement de dons. Et donc, même à ce niveau-là, les populations vont de plus en plus devenir vigilantes, puisque la Constitution nouvellement votée dans notre pays a admis la société civile comme actrice de la démocratie. Et donc, c'est un champ, n'est-ce pas, qui doit être investi pleinement par les organisations de la société civile pour qu'elles contribuent, n'est-ce pas, à rendre transparent, n'est-ce pas, ce domaine-là. Félicien Rodriguez. Oui, j'aimerais revenir tout en abordant le même sujet que mon frère de gauche. Non, je disais que la justice a parlé, mais j'ai indiqué avec force et détail que les donneurs d'ordre n'ont pas été inquiétés. Omar Bongo Ondimba, paix à son âme, n'a pas pu
être jugé par l'histoire, parce que du simple fait qu'il est mort en Espagne. Or, lorsque le 30 août arrive, il y a dissolution de toutes les institutions. La Constitution est mise entre parenthèses. Mais quel était le chef d'accusation qui pesait sur Omar Bongo Ondimba pour qu'il soit jugé, selon vous? Jugé par qui? Le fait qu'il soit resté 42 ans, je dis qu'il n'a pas pu être jugé par le tribunal de l'histoire. Il n'a pas pu parce qu'il est mort en Espagne, à Quiron, en Espagne. Or, Ali Bongo a été déposé. Il y a eu les militaires qui ont dissous l'ensemble des institutions, je dis bien l'ensemble des institutions du pays. Et donc, à partir de ce moment, on était dans un régime d'exception. Donc, l'exception, quand on est dans un régime d'exception, il est plus facile de juger la gouvernance précédente parce que vous avez toute la force avec vous. Il n'y a aucune institution qui peut vous résister. Il n'y a aucun fait qui peut faire en sorte qu'on puisse dire, on puisse contester que ce que vous faites n'est pas bien. Donc vous avez la latitude de pouvoir juger. Or, si vous attendez, vous vous encoquinez avec les civils et vous attendez la fin de la transition pour déclencher un process que vous-même vous savez qu'il y a déjà une nouvelle constitution qui est régie et celui qui était lui-même président de la transition devient président légal et légitime, comment peut-il faire valablement que les juges qui ont jugé Sylvia et les autres pouvaient atteindre le donneur d'ordre qui était Ali Bongo? Ils ne pouvaient pas parce que la constitution, la nouvelle constitution, prévoit la même disposition qui protégeait Ali Bongo, qui protégeait Omar Bongo, la même disposition. Et là, les chefs d'État ne peuvent pas être inquiétés lorsqu'ils ne sont plus en exercice ou lorsqu'ils sont en exercice. Parce que la même disposition, elle est valable pour le président Oligui en ce moment. Est-ce que le président de la République au Gabon est au-dessus de la Constitution ou de la loi? Non, c'est-à-dire qu'il y a eu un dispositif, c'est le législateur, y compris les députés de la transition, l'ont voté et nous l'avons voté lors du référendum. Aujourd'hui, le président Oligui ne peut pas, dans le cas d'espèce, en l'absence de la Haute Cour de justice, et surtout que le gouvernement ni le Parlement ne peut pas ne peut pas le poursuivre, sauf si en cas de haute trahison. Et donc vous comprenez que les effets, parce que les moyens qui sont parlés, mais l'un des problèmes qu'on regarde, quand on regarde en profondeur le procès, c'est quoi? Que disent tous les causes accusés? Ils disent ils ont bénéficié des bonus et que l'argent qui est issu du pétrole, qui est issu de la vente de l'or, est domicilié dans une banque privée. Et comme les administrateurs de cette banque, en majorité, votent pour que ça soit un des leurs qui gère ce compte institution. Donc ça veut dire que c'est un compte qui échappe, même lorsque vous êtes directeur général de BGFI, ça échappe à votre contrôle. Vous pouvez le percevoir, mais vous n'avez pas le contrôle dans la mesure où ce sont les mêmes propriétaires, ceux qui sont les actionnaires majoritaires, qui imposent la personne qui doit pouvoir gérer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a deux faits que nous avons vus à la télévision. L'argent sort soit du trésor public, soit de la caisse de dépôt et de consignation. Or, dans les deux cas, on n'a pas vu le directeur général des services du Trésor intervenir. On n'a pas vu non plus le directeur général de la CDC intervenir. Comment peut-on juger les gens qui n'ont pas pouvoir décaisser les fonds publics? Vous êtes en train de parler de la chaîne de responsabilité. La chaîne de responsabilité. La chaîne de responsabilité. Alors, si on parlait justement de cette chaîne de responsabilité, puisque comme le dit Félicien Rodrigue, on le sait aujourd'hui, puisque le procès, cette session criminelle spéciale et le procès est retransmis en direct, en mondovision, c'est-à-dire que ce n'est pas vu qu'au Gabon, c'est dans le monde entier, puisque les médias du service public qui retransmettent ce procès sont ouverts au monde. Donc le monde s'est invité et a pu suivre dans le menu détail le déroulement de ce procès-là. Donc la chaîne de responsabilité, il y a évidemment des proches collaborateurs de l'ancien président. Il y a déjà la première dame, l'ancienne première dame, son fils Noureddine Bongo-Valentin, leurs proches collaborateurs qui ont eu des charges importantes qui ont pesé sur eux. Un verdict qui a été prononcé. Mais des milliards de francs CFA ont été manipulés, sortis du trésor public. La chaîne de responsabilité, est-ce que condamner ceux qui ont été condamnés par le tribunal Stevie Sima signifie que ça en devait s'arrêter là?
Non, pas forcément, mais il faut quand même rétablir les faits. Ce que monsieur vous me dit, premièrement, ça peut créer une sorte de confusion, notamment au début de son propos, dans le principe de séparation du pouvoir. Le chef de l'État ne décide pas ou n'oriente pas le calendrier judiciaire. Le calendrier judiciaire, il est autonome, il est orienté par le pouvoir judiciaire qui soit s'auto-saisit ou soit est saisi par un fait avéré. Donc, que l'on soit président de la transition ou président de la République, légitime ou pas, on n'impose pas sa volonté au calendrier judiciaire. Maintenant, sur la chaîne de responsabilité, il faut dire que lorsqu'on a suivi le procès, ce qui est mis en cause ici, ce n'est pas le fonctionnement régalien de l'État, mais c'est un système parallèle de captation de fonds qui a été implémenté. Est-ce que la ligne de démarcation entre ce système dont vous faites allusion et le fonctionnement régalien de l'État, cette ligne de démarcation n'est-elle pas inexistante? Mais justement, les faussaires s'engouffrent toujours dans les petits détails. Monsieur Ange Pambo, NDC du plan public n'a pas vocation à aller prendre des agents de trésor public. Ce n'est pas sa vocation. Il est fonctionnaire du palais. Il ne peut pas commander, n'est-ce pas, un appel de fonds. Normalement, il y a des autorités habilitées à aller auprès des banques, notamment les banques de l'État, pour sortir les fonds par des mécanismes qui sont des mécanismes connus. Mais lorsqu'un NDC d'un chef d'État, une première dame, va jusqu'à aller donner des ordres aux responsables des structures bancaires étatiques, ça veut dire qu'on est là en parallèle du principe, n'est-ce pas, de fonctionnement régalien de nos États. Non, laissez-moi terminer. Allez-y, terminez. Oui. Parce qu'aujourd'hui, de quoi il est question? Pourquoi le Premier ministre n'est pas cité dans ces affaires en tant que chef du gouvernement? Si on suit la chaîne... Lequel? La chaîne, mais les gens premiers ministres qui sont succédés, soit Ali Bongo, et ils ont été plusieurs. Ça a été des premiers ministres qui ont chaque 6 mois, il y avait un nouveau premier ministre. Hein? Non, allez-y. Donc il y a plusieurs premiers ministres qui ont été succédés. Mais c'est pour vous dire quoi? Mais non, je vous parle du fonctionnement. Rodrigue Félicien, on va écouter... si vous dites que le Premier ministre n'a pas le pouvoir, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'esprit de la 4e République. Le Premier ministre est le chef de l'administration. D'accord? Donc, dans la gestion des fonds publics, vous ne pouvez pas dire que le Premier ministre n'a rien à faire. Moi, ce que je vous dis, c'est que la nomenclature étatique est bien établie. Un directeur général obéit à un ministre obéit à un premier ministre obéit à un chef d'État. C'est comme ça que ça se passe. Mais si un ministre doit obéir à une première dame, si un premier ministre doit obéir à une première dame, si un DG doit obéir à une première dame, ça veut dire qu'on est là en face d'un fonctionnement parallèle de ce qui doit être fait. C'est d'autant plus que sous le règne d'Ali Bongo Ondimba, et les vidéos l'attestent encore et des images l'attestent aussi, on a bien vu l'ancienne première dame diriger des réunions devant le Premier ministre, convoquer des membres du gouvernement. Et d'ailleurs, les Gabonais se posaient des questions. Quelle était la disposition de la Constitution de la République gabonaise qui conférait à l'ancienne première dame le droit de pouvoir convoquer des premiers ministres ou des ministres de la République afin de pouvoir organiser des réunions? C'est ça dont on parle. Vous parlez de chaîne de responsabilité. Le DG du Trésor, tout le monde sait comment se fait le retrait de l'argent du Trésor. Il y a des bons du Trésor, il y a toute une nomenclature, toute une procédure pour décaisser l'argent du Trésor. Mais cette procédure-là, les différents éléments qui concourent cette procédure n'ont pas été cités là-bas parce que la procédure a été court-circuitée. Même les décrets signés. Vous savez que pour signer un décret, je termine par là, vous savez que pour signer un décret... Rapidement, oui. Non, mais vous aurez la parole. Terminez, chutez, votre conclusion. Allez-y. Vous savez que pour signer un décret, il y a un décret est contre-signé. Il y a au moins 7 à 8 autorités qui doivent signer un décret. Mais les décrets qui sont querellés, étaient-ils contre-signés ou pas? C'est ça le problème de fond. Pascal Koulou, on est sur la chaîne de responsabilité au regard justement de la manipulation de ces milliards de francs CFA sortis des caisses de l'État, du trésor public, la transparence, le devoir de responsabilité de l'agent public par rapport à ses missions régaliennes, l'état de droit, comment y arriver? Je suis un peu surpris
monsieur m'a dit que l'État régalien est fonctionnel, mais qu'il y avait un système parallèle. Soit c'est le système parallèle ou c'est l'État. On ne peut pas penser que vous gérez l'État et vous avez, vous... Non, s'il vous plaît, il faut que nous apprenions. C'est ça qui nous a conduit à ce type de dérive, où on trouve des mots pour essayer de justifier ce qui doit être de façon systématique condamné. Il n'y avait pas d'État au Gabon. Le dire ne gêne personne. Parce que vous savez... Écoutez, s'il vous plaît. Vous travaillez pour qui? Écoutez, Vous travaillez pour qui? s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous travaillez à la présidence. Écoutez, il n'y a pas d'État au Gabon. Non, Là où je travaille, ce n'est pas ton problème, monsieur. il travaillait pour qui? S'il vous plaît. Doucement. Écoutez, soyons responsables. Soyons responsables et apprenons à regarder nos propres turpitudes en face si on veut changer. C'est pour ça que je posais la question à ma première intervention. Est-ce qu'on en est sorti? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, moi j'écoute les gens parler. Ils parlent comme si il fallait économiser le président Oligui. Moi je dis à tout le monde ceci. Oligui est militaire. Il était militaire. Il n'a rien à voir avec toute la gabegie qui s'est faite dans notre pays. Parce que de plus en plus, les gens parlent comme s'ils disent, bon, ça va choquer le président, ou le président risque d'être entraîné dans cette vague. Oligui n'a rien à voir avec ce qui s'est fait. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que c'est grâce à lui que ces choses ont été révélées. Parce que notre pays fonctionnait de manière renversée. Et le dire ne me gêne pas du tout. Il n'y avait pas d'État. Vous-même, vous redites que la femme du président appelle un directeur général de la comptabilité publique, appelle un directeur général du budget pour lui dire, voilà ce qu'il faut faire. Et vous parlez d'État. Mais c'est parallèle. Ah, non, c'est pas parallèle. C'est pas parallèle. C'était le fonctionnement dans lequel on avait glissé depuis combien d'années, personne ne sait rien. Et ensuite, ce qu'il faut dire par rapport au constat qui est fait, la réalité, c'est que ceux qui sont passés à la barre étaient des commis. Ils n'avaient aucune décision. Ils n'orientaient rien. C'est des porteurs de bagages qu'on a vu là au niveau de ce procès. Oui, mais Pascal Koulou, il n'était Leur pas... responsabilité. oui, attendez. Mais s'il vous plaît, mais il n'était pas non plus lobotomisé. C'est-à-dire que ce sont des adultes qui avaient la responsabilité, qui pouvaient se dédouaner. Est-ce qu'il y a une obligation d'accepter 2 milliards de francs CFA? Vous êtes obligé d'accepter en tant qu'agent de service public? Je ne dis pas ce qui leur a été donné en commission. Je dis, puisque nous parlons d'État, c'est la responsabilité qui nous engage aujourd'hui. C'est cette responsabilité qu'on doit faire payer à ceux qui ne l'ont pas observé. Or, si quelqu'un, vous travaillez pour une tierce personne, qui vous dit, monsieur Pambou, prenez ma voiture, allez déposer chez monsieur Kombila, on vous arrête en disant que cette voiture est volée, votre responsabilité, c'est à vous convoyer une voiture volée. Mais ce n'est pas vous qui l'avez détournée. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, attendez, non, il n'est pas complice. Terminé. La complicité en acte judiciaire, Ne c'est que éloignons vous pas le débat. agissiez au même niveau de décision. Il faut faire attention. Même l'intitulé co-accusé, ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas des co-accusés. Ils ne sont pas conçus le crime ensemble. Ils n'ont pas conçu le crime ensemble. Ils n'en avaient pas la capacité. Bon, maintenant, la réalité de notre pays. Moi, je ne rentre pas dans ces considérations. Ce que les Gabonais doivent retenir, c'est qu'il faut que la conscience citoyenne s'élève pour permettre au président Oligui de véritablement nettoyer notre administration. Parce que vous savez, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que ces personnes qui sont restées, qui ont été abondamment citées, les gens s'attendaient à quoi? Si on vous cite au cours d'un procès, en disant que c'est M. Nkoulou qui m'a dit ça, tout de suite, le parquet prend note et on vous interpelle pour confronter les faits. Or, tous ceux qui ont été cités, 80% sont encore dans l'administration publique. Et ces mêmes personnes, qu'est-ce qui nous dit que les mêmes habitudes ne vont pas continuer? Donc, il faut donner au président Oligui la possibilité, par une opinion citoyenne plus rigoureuse, d'indexer, d'orienter pour que la dénonciation citoyenne devienne comme un fait dont le parquet public peut se saisir pour ouvrir de nouvelles enquêtes au fin de rentrer effectivement dans l'État, parce que la 5e République, c'est l'État auquel on aspire. Pour l'instant, il n'y avait rien. D'accord. Je voudrais juste préciser deux choses. Rapidement, Félicien Rodoguevo, avant que je ne passe la parole à Jean-Christian Kombila. La première chose, c'est qu'il faut connaître le fonctionnement d'un État et des administrations. Le comptable public, il est comptable. Il détient des fonds. Mais il ne juge pas de l'opportunité du décaissement des fonds parce qu'il y a un donneur d'ordre. Et il ne peut pas prendre les responsabilités de sortir. Il ne peut pas prendre la responsabilité de sortir les moyens de l'État comme il veut, ou à une certaine hauteur. Même les DG des banques, ils sont limités journalièrement. Or, un ordre venant du président de la République qui envoie son directeur de cabinet devient exécutoire. Le comptable public n'a pas, dès cet instant, le comptable public ne peut que s'exécuter. La deuxième chose que je voudrais dire très rapidement, c'est que ici, il faut comprendre que
en réalité, ce procès va plus créer des problèmes que ça va solutionner le problème. C'est vrai que la justice a parlé, mais les problèmes de fond que ce procès a soulevés. Lesquels problèmes de fond faites-vous allusion? Les nouvelles autorités doivent réfléchir par 2 fois pour l'avenir. Bon, vous parlez donc, vous êtes en train de parler en parabole. On pensait que vous devriez être plus clair pour permettre justement aux Gabonais qui vous écoutent et qui vous regardent d'avoir une idée précise par rapport au fond de votre pensée. Vous voyez que vous-même, vous prenez la précaution qu'il faut pour éviter de parler. Bon, bref. Jean-Christian Kombila, le président de la République, avant l'ouverture de cette session criminelle spéciale, a échangé avec l'appareil judiciaire justement et il a martelé lors de cet échange au palais présidentiel qu'il s'inscrit, lui, à la tête de Gabon, dans l'application stricte de la tolérance zéro envers la corruption. Donc il est déterminé à lutter efficacement contre la corruption et Pascal Nkoulou l'a rappelé, si on a eu droit à l'ouverture de cette session criminelle spéciale, c'est parce que lui, Brice Clotaire Oligui Nguema, veut couper le cordon ombilical avec les anciennes pratiques. Mais ça veut surtout dire, au regard des inquiétudes soulevées par Félicien Rodrigue Mvou, que l'exemple doit obligatoirement venir du haut, puisque ce procès nous a montré que ceux qui ont été jugés n'ont été que des simples exécutants. Donc l'exemple doit venir du haut, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique pour rompre définitivement avec ces pratiques-là. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste, dans le prolongement de ce qui a été dit par le co-débatteur d'en face, que le procureur général près de la cour d'appel de Libreville, M. Eddy Minang, n'est-ce pas, dans son vibrant réquisitoire, a bien indiqué qu'un certain nombre de personnes ou de personnalités dont les noms ont été abondamment cités à la barre, n'est-ce pas, seront entendus très prochainement par l'institution judiciaire. Et maintenant, par rapport à la question que vous posez, oui, le président de la République, en recevant les membres de l'institution judiciaire en audience, a bien voulu mettre ces responsables-là devant leurs responsabilités. Le président, voyez-vous, la question de la tolérance zéro, Ali Bongo le disait dans ses discours. J'ai eu à lire des correspondances venant de la coordination générale des affaires présidentielles adressées à certains ministres sur le ton vraiment de l'inquisition et qui faisait valoir que la tolérance zéro, n'est-ce pas, était désormais de mise et que la corruption n'allait plus être tolérée dans notre pays. Donc lorsque le président Brice Clotaire Oligui Nguema tient ce discours à l'institution judiciaire, il tient ce discours avec détermination, avec fermeté. Et on a bien vu, en suivant les débats lors de cette session criminelle, que la magistrature a parlé. On a suivi aussi bien les avocats de l'État que ceux de la défense, que les uns et les autres ont rivalisé d'arguments. Donc la volonté politique est importante, n'est-ce pas, pour pouvoir donner le ton et fixer le cap, n'est-ce pas, de la direction que doit prendre désormais notre pays. On a trop souffert de l'impunité dans notre pays. Les gens ne comprennent pas que pendant que certains triment au quotidien, que pendant que certains survivent, pendant que certains ont du mal à trouver, n'est-ce pas, la juste rétribution de leurs efforts, qu'il y en ait qui croulent, n'est-ce pas, sous le poids de nombreux milliards, qui bombent carrosse et qui ne sont pas toujours les plus méritants et qui doivent sans doute souvent leur promotion justement à quelque appartenance à des réseaux mafieux. Donc oui, on a salué cette volonté du président de la République. La justice a entendu le message, le peuple a entendu le message. On va juger désormais la justice sur pièce. Stevie Essima, alors il y a en guise de sortie de cette situation qui n'a que trop duré et qui a obéré les finances publiques, retardé le développement du Gabon, parce qu'on rappelle quand même, à l'endroit de nos téléspectateurs évidemment, qui suivent avec beaucoup d'attention l'actualité qui prévaut dans notre pays depuis plusieurs années, que cette question relative à la lutte contre la corruption au Gabon ne se pose pas aujourd'hui seulement.
on l'a dit et redit, depuis le début des années 70, Albert Bernard Bongo à l'époque, avait déjà mis le marqueur sur la nécessité de lutter contre la corruption, puisqu'il avait dit que la corruption était un serpent et l'argent gagné malhonnêtement un venin. Donc on est là dans les années 70 déjà. Il tirait la sonnette d'alarme, mais malheureusement en 2025 encore, on est dans la même situation où au cours d'un procès, on parle des milliards de francs CFA qui ont été détournés par des Gabonais qui, en responsabilité, ont distrait l'argent public. Donc, la corruption, le détournement massif des deniers publics qui représentent des véritables crimes financiers qui ont retardé le développement du Gabon. Alors, il y a des propositions qui sont faites en termes de moyens pour lutter efficacement contre la corruption dans notre pays, notamment par des acteurs de la société civile qui estiment, par exemple, qu'il faut créer des commissions mixtes pour rédiger une proposition de loi contre la corruption, adopter une loi anticorruption, l'adoption d'une norme nationale anticorruption, l'application de l'article 54 de la Convention de l'ONU contre la corruption, la mise en place des mécanismes nationaux de recouvrement des avoirs, l'élaboration et adoption d'une loi sur le recouvrement et le produit du crime. Quelle solution mettre en relief justement pour lutter efficacement contre la corruption au Gabon? Très bien. Il faut dire que la corruption n'est pas un phénomène gabono-gabonais. C'est un fléau Monsieur, qui quand on parle un peu de ton pays, redresse-nous dans le champ du pays, n'est pas un problème gabonais. C'est comme si on avait enjolivé une situation qui nous a détruits. Pascal Koulou, Stevie Essima est responsable de son propos. Donc, arrêtez de l'interrompre à tout bout de champ. Vous êtes exécuté publiquement. Donc, oui, mais vous aurez la parole, vous allez faire vos propositions. Ce n'est pas un phénomène gabonais. Si vous voulez qu'on revienne à la peine capitale, vous allez le dire. Donc, mais laissez Stevie Essima développer son argumentaire. Allez-y, je suis obligé de reprendre ça avant de continuer, pour dire que moi je suis régalien. Et je pense que nous sommes ici des responsables. Chacun a un niveau qui est le sien. Moi je ne peux pas laisser dire que nous sommes au Gabon dans un état d'anarchie. Ce n'est pas vrai. Le Gabon est un état qui fonctionne, qui a toujours fonctionné. Il y a des hauts fonctionnaires qui se sont égarés et qui ont créé un système parallèle pour capter les fonds publics, et aujourd'hui, ils en sont jugés. Ce procès-là n'est pas un procès de l'État. Le problème, c'est que les fonctionnaires qui sont jugés ne représentent que la partie, c'est l'iceberg, oui, c'est l'arbre qui cache la forêt, justement. C'est pourquoi je suis en train de dire que... Le phénomène a une ampleur... Justement, ce procès n'est pas un procès de l'État contre l'État, contrairement à ce que M. veut dire. C'est un procès justement de l'État. Parce que l'État existe toujours. Je dis on n'a pas d'État. Je n'ai pas dit on a un procès avec l'État. Bon, donc, on n'a pas d'État. Qui juge là? Qui juge? C'est deux choses différentes. Qui juge? Donc, c'est l'État qui juge des fonctionnaires, des hauts responsables, des hauts dirigeants qui sont égarés. Et c'est l'État qui, au nom du peuple gabonais, rend justice et aujourd'hui applique cette justice-là. Donc, au Gabon, l'État est bien debout. Comment on fait pour sortir de cet engrenage? Comment faire? Je disais que la corruption n'est pas un phénomène gabonais. Ça veut dire que c'est une problématique mondiale. La preuve, l'ONU s'y intéresse. Donc, chaque pays applique des méthodes bien spécifiques selon la sociologie de chacune de nos régions pour pouvoir endiguer ou du moins éradiquer, si on peut. Qu'est-ce qui explique l'inefficacité justement des mécanismes développés jusque-là par le Gabon? Il y a des instruments qui existent. Il y a des instruments qui existent, mais ces instruments sont inopérants, inefficaces, puisque les milliards ont continué à les distraire. Oui, mais justement, on ne peut pas dire que c'est inefficace. Parce que, si c'était efficace, on ne serait pas là quand même. Mais je réponds. Il y a des gens qui vont en prison dans ce pays pour montrer la corruption. N'est-ce pas? Des milliards. Le ministre Ngoubou allait en prison. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Non, mais attendez. Attendez. Ceux qui sont jugés actuellement ne sont pas les premiers à avoir été placés sous mandat de dépôt. Sous Ali Bongo Ondimba, il y a des fonctionnaires qui ont été placés également sous mandat de dépôt, dont des anciens ministres. On dit qu'ils avaient été responsables de prévarication, qui ont été libérés. Oui ou non? Ils font même la politique. Mais le principe, non. Mais monsieur, ils sont même en politique. Ne faites pas dans le pourrissement. Non, mais ce n'est pas le pourrissement. Non, c'est pas le pourrissement. Vous savez, oui ou non? Justement, je vous dis que le principe de la justice, dès qu'on est condamné, on doit pouvoir sortir un jour.
Le ministre Gbagbo a fait 5 ans de prison ferme. Il a purgé sa peine, il est sorti. Ça ne veut pas dire que parce qu'on était en prison, qu'on était une fois handicapé avec la loi, qu'on est désormais pourri jusqu'à la fin de notre vie. Il se refait, comme le ministre Gambia et autres. Ce que je dis, c'est que la corruption est un phénomène social sur lequel nous devons travailler en fonction des ressorts sociaux que nous avons. Le premier ressort, c'est le devoir d'exemplarité. Je pense que c'est ce que le président Oligui est en train de vouloir implémenter. Pour preuve, lorsque un de ses petits frères avait été reproché d'un certain type de management, il n'a pas hésité de démettre de ses fonctions. Non, il a été démis de ses fonctions. Et aujourd'hui, le procès est là pour montrer la volonté politique du président Oligui à donner un coup de pied à la fourmilière pour lutter contre ces formes de corruption. Mais la corruption, c'est l'habitus social que nous devons changer. Qu'est-ce que nous devons changer? Nous devons changer notre rapport à la chose publique. Nous devons changer l'idée que le commun des Gabonais estime que être riche, c'est être en responsabilité. Tant qu'on n'aura pas compris ça, parce que quand chacun arrive, monsieur, je vous dis, lorsque vous êtes nommé ou élu à une fonction élevée dans ce pays, ce sont des citoyens ou les collaborateurs qui vous disent que tous ceux qui sont passés par là sont partis ici riches. Si vous venez ici pour faire la morale, vous en partirez pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le phénomène n'est pas que juridique, il est sociologique, il est social, il est même anthropologique. Nous devons soigner le mal à la racine. D'accord, ok. Vous Oui, Pascal, on va il y a trop d'exagération. Vous savez, quand un phénomène est aussi déterminant et qu'il faut y mettre un terme, il faut avoir le courage de souligner l'endroit où ce phénomène existe et sévit. Quand dit qu'il est anthropologique, monsieur Esima, s'il vous plaît, des solutions tous les milliers de Gabonais qui chaque mois s'alignent au trésor public pour aller percevoir une pitance de misère en termes de pension de retraite ou qui font la queue à la CNAMGS, ces gens-là, anthropologiquement, ne sont pas liés ou n'ont rien à voir avec toute la destruction dont nos pays est l'objet. La question que je pose... Attendez, revenons, s'il vous plaît. Attendez, c'est pas un débat entre vous, s'il vous plaît. Monsieur Esima, c'est vous, je pas un débat entre vous. Vous êtes quatre sur le plateau. S'il vous plaît, Attendez. Non, s'il vous plaît. Je pense que j'ai dit. D'accord. Ça, vous je reprécise, monsieur Esima, Pascal Koulou, s'il vous plaît, je reprécise la question. Je reprécise ma question. Le mal est là. Le Gabon a signé des conventions sur le plan international. Le Gabon a un dispositif réglementaire ou législatif qui existe en matière de lutte contre la corruption. Le Gabon a des instruments qui, jusqu'aujourd'hui, ont montré leur inefficacité finalement. Comment faire? C'est quoi la solution? Que faire pour faire en sorte que la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, que la NIF, que la Cour de compte, que tous ces instruments qui existent là arrivent à traduire en acte les missions pour lesquelles ces instruments ont été créés et que ces instruments soient efficaces en matière de lutte contre la corruption? Bon. La première chose, contrairement à ce que certains pensent, c'est qu'il faut que l'État existe. L'État, c'est quoi? L'État, c'est le principe de ce qu'on est soit promu ou on est puni. L'État, ça se résume à cela. Or, depuis les années 70, on a dénoncé un phénomène. Ceux qui auraient dû être sanctionnés ont été promus. Donc, on n'avait plus là le mécanisme de l'État. Et tous les Gabonais, à ce moment-là, je suis d'accord avec vous, quand on parlait d'un phénomène anthropologique, tous les Gabonais ont déplaint ce phénomène en disant pourquoi ce sont ceux qui devraient se retrouver en prison qui gagnent en échelon en responsabilité politique. C'est le premier fait. Donc, aujourd'hui, la question telle que vous la posez, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord revenir à l'État, de un. De deux, c'est de faire en sorte que la loi, qui est l'outil par excellence par lequel on apprécie l'État, soit respectée. Or, les politiques ont un mauvais rapport à la loi. Pourquoi? Parce que c'est l'ordonnancement politique qui influence les mécanismes judiciaires. Du coup, on n'a ni État, on n'a ni loi, et ça conduit à cette situation où n'importe qui, à quelque fonction qui se trouvait, pouvait se permettre de capter indûment les fonds publics pour se réinvestir en politique. La deuxième chose à laquelle moi je crois, c'est à la conscience citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, s'il vous plaît, comme vous le dites, on a la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Aucun de ces probants, en termes d'effets véritables, informations parvenues aux citoyens n'a été mis. On a la Cour des comptes qui, d'année en année, annonce des dérapages, aucune mesure n'a été prise. On a le système judiciaire qui, comme le président du Conseil
du syndicat des magistrats l'a dit, est un système judiciaire qui est à géométrie variable. Donc il faut aujourd'hui que le citoyen, où qu'il se trouve, soit lui-même l'acteur principal en termes de dénonciation citoyenne et d'engagement pour amener l'État à remplir ses missions. Je vais terminer par une situation importante, parce que vous savez, à mesure qu'on va considérer qu'il y a un ensemble d'aménagements à porter, aujourd'hui on a des peines, un minima, mais nos peines à nous, c'est la condamnation à mort dans les hôpitaux, la condamnation à mort sur des routes foutues, c'est la condamnation à mort quand vous n'avez pas l'électricité dans les hôpitaux. Donc, c'est la condamnation à mort quand vous avez des enfants qui se souchent dans l'établissement public. C'est la condamnation à mort quand vous avez des enfants qui s'étranglent dans l'établissement public. Donc, aujourd'hui, il faut faire attention. Notre société court un risque important du fait uniquement des malversations et des détournements. Félicien Rotogengo. Dans sa dernière phrase, vient de donner les effets. Non, ici, il faut, vous l'avez indiqué, mais pas suffisamment. Vous l'avez indiqué que depuis 1970, ce problème est persistant. Pourquoi il est persistant? Depuis l'arrivée du Parti démocratique gabonais au pouvoir, 1968. Non, ce problème est persistant du fait que, non, mais malgré les opérations Cobra, les opérations Scorpion, toutes les opérations depuis Omar Bongo, mais se heurte simplement à un véritable problème à partir du moment où, si moi je suis membre du gouvernement et que dans mon ministère, je ne peux pas faire la promotion des meilleurs cadres que je connais et que le directeur général, qui est un simple DG des douanes, qui est un simple DG des impôts, si je suis ministre de l'économie, qui est un simple DG de SGPP, et que si lui, il a le parapluie présidentiel, mais il est difficile que moi, le ministre, je puisse le sanctionner. Je peux avoir ces subalternes qui peuvent me dire, monsieur le ministre, il y a le DG qui fait des malversations, mais puisque je suis impuissant, puisque l'autorité de nomination, il a été nommé par décret, au même titre que moi qui suis ministre, qui a été nommé par décret. Ça, c'est ce qui s'est passé sous l'OPDG. J'en arrive. Et ça n'a pas changé depuis lors. Pourquoi? Depuis 1970, ça n'a pas changé. Ça a changé, la direction que prend les recettes pétrolières, c'est toujours domicilié dans le même compte, malgré l'abondance qu'on a entendue. On n'a pas entendu pendant le procès que ça a changé. C'est toujours le même compte institution, c'est domicilié dans une banque Félicien privée. Rodrigue, Félicien Rodrigue, en termes de propositions de oui, sortie en de termes de crise. propositions, la première chose, c'est quoi? Lorsqu'on regarde, lorsqu'on analyse clairement tout ce qui s'est passé, mais lorsqu'on analyse les subtilités de tout ce qu'on avait entendu, mais c'est d'abord d'instaurer la transparence du président de la République jusqu'au simple citoyen. Est-ce qu'il y a la transparence au sein de la présidence de la République? Est-ce qu'il y a la transparence dans les ministères? Est-ce qu'il y a la transparence dans les différentes institutions? Au PDG. Est-ce qu'il y a la transparence au PDG aussi? Non, on se pose des questionnements. Parce que la transparence, c'est le premier outil transparence dans la gestion des deniers publics. Dans la gestion des deniers publics et la transparence même dans le fonctionnement. Parce que si vous êtes transparent, mais il va sans dire que les collaborateurs... Félicien Rodrigue, s'il vous plaît, je vais poser la question à... Terminer parce que je vais poser la question à Jean-Christian Kobila avant de mettre un terme à cette première partie de l'émission. Je disais donc qu'il y a la transparence et il y a aussi la rigueur. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir sanctionner les délits et les infractions que commettent les différents fonctionnaires, quel que soit le niveau de responsabilité et quelle que soit la parenté que tu as avec les décideurs. Jean-Christian Kobila, pour mettre un terme à cette première partie de l'émission consacrée donc à cette session criminelle spéciale à l'affaire Sylvia Bongo et Noureddine Bongo-Valentin, que faire? Quel mécanisme mettre en relief justement pour faire en sorte que la corruption au Gabon devenue endémique puisse trouver des solutions? L'État doit être juste et protecteur par l'application essentiellement des lois en vigueur, en sanctionnant vigoureusement les fonctionnaires indélicats et les manipulateurs des deniers publics.
D'accord, on va aborder la seconde partie de notre émission et là pour faire le point, il nous reste même 5 minutes, rapidement faire le point sur cette annonce qui a été faite par la direction générale du groupe SEC Agadis qui annonce donc la fermeture d'une soixantaine de points de vente sur quasiment l'ensemble du territoire puisque seront impactés par cette mesure la province de l'Estuaire, l'Angounié, la Nyanga, le Goué-Lolo, le Haut-Goué, le Walentem et le Goué Ivindo donc. On sait qu'il y a un mécanisme qui avait été mis en place par l'État, mais qui a été arrêté dès 2018, une forme d'accompagnement de l'État pour aider justement le groupe SEC Agadis à pouvoir mener à bien son activité sur l'ensemble du territoire. Donc, on va là vers la fermeture d'une soixantaine de magasins, ça veut dire des emplois qui vont disparaître. Donc, le chômage pour plusieurs familles gabonaises, c'est assez difficile. Je pense que c'est un débat assez sensible. Pourquoi? Parce que il ne va pas seulement que les familles gabonaises, c'est près de 1200 emplois. Et les Gabopi, que voilà, il y a des gens qui sont de l'ITAM ou rien, mais moi je me rappelle qu'il y a plus de 25 ans quand j'allais à l'ITAM, mais c'était essentiellement la Gabopi. Qui ravitaillait, mais parce que c'est d'abord la provenance, elle est prouvée. Or, la qualité des produits. La qualité des produits. Donc, or, aujourd'hui, les sirops libanais, le meilleur réseau en ce moment, c'est le réseau des Maliens qui se retrouvent dans tout le pays. Donc, nous ne connaissons ni la provenance des produits, ni la qualité. Donc, Gabopi et CK2 s'est développé. Avant, on avait Kombolo. On a eu CK2 géant, on a eu Primport, on a eu quand même pas mal de choses qui, du fait de cette société-là. Donc, moi, je pense que l'État devrait être regardant. Non seulement parce que le côté social, mais le côté de la proximité. Vous avez cité plusieurs provinces. Comment on fait pour ceux qui sont à Ibungi? Parce qu'il y a des zones qui sont enclavées. 7 provinces sur 9 seront impactées. Pascal Nkoudou sur cette activité. Écoutez, moi je suis profondément meurtri parce que quand on parle de fermeture, on parle de familles dans la misère. Quand on parle de fermeture, on voit que l'essentiel de notre patrimoine tend à disparaître. C'est Agadis, de par ces magasins, Gaboprix, Secado, pour ne pas les citer plus longtemps, étaient des patrimoines de ce qui a meublé notre jeunesse. Vous allez à la Gaboprix faire vos courses, on achète la limonade à 80 francs, c'est toute notre jeunesse. Or, on ne peut pas comprendre que vous êtes dans un même univers commercial. Vous avez des gens qui progressent pendant que notre patrimoine s'effrite. Et ensuite, il se pose une question de fond, la question de la sécurité alimentaire. Parce que aujourd'hui, moi je sais des exemples que j'ai vécus. Si vous achetez une pâte dentifrice de même marque dans une épicerie autre que la chaîne commerciale, Cacadis, tout ça, vous verrez que c'est des produits contrefaits. La garantie des produits sécuritaires nous était offerte par cette chaîne de magasins. Donc, au-delà de tout ça, il y a une question de sécurité. En plus de l'emploi, évidemment, l'emploi, c'est la sécurité des gens, c'est la question de vie. Or, la sécurité moi, je alimentaire. m'étonne de ce que SEC Agadis, qui est l'une des principales centrales d'achat de notre pays, fait faillite. Et en parallèle, l'État parle de créer une nouvelle centrale d'achat. Est-ce que l'urgence n'est pas de renforcer celle qui existe pour davantage optimiser celle qui est à créer? Parce que le danger, c'est la perte d'emploi. Et ensuite, on parlait là tout de suite des mécanismes de corruption. Il faut qu'on nous éclaire sur le statut de SEC Agadis. Est-ce une structure privée? Est-ce des fonds de l'État? Parce que si c'est les fonds de l'État, l'État doit sauver SEC Agadis. Si c'est une structure privée, parce que j'ai eu dire que bon, les bongoyers avaient investi, ce serait dangereux parce que tout ce que les bongos touchent finit par mourir. C'est malheureusement ça. SEC Agadis, c'est un conseil d'administration, c'est une structure privée qui a son mode de gouvernance. Nous regrettons simplement qu'on parle de 1200 emplois impactés. Mais SEC Agadis doit nous proposer un modèle économique viable qui permet à la fois de faire du bénéfice, parce que c'est une entreprise, mais aussi de sécuriser l'emploi. Je pense que le ministre de l'économie, du commerce et peut-être de l'emploi doit pouvoir travailler avec ce groupement d'intérêt public pour faire en sorte Allez-y, conclusion. Allez-y, allez-y. Pour faire en sorte que nous puissions arrêter l'hémorragie. Moi, je pense que, et ça va être mon mot de la fin, que
quand on vient à la télévision, on doit faire œuvre pédagogique. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec le discours populiste qu'on déploie sur le plateau. Permettez-moi de revenir, on ne peut pas lier une procédure judiciaire au déshydratat profond du peuple gabonais. Dire que ces Gabonais meurent dans les hôpitaux parce que les gens volent, parce que les gens détournent. Si les Gabonais, non. C'est un parallèle qui me paraît dangereux et qui me paraît irresponsable. S'il vous plaît, non. On détourne de l'argent public s'il vous plaît. Vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas un lien entre ce qui est volé et le fait qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas un lien entre les vols. Laissez le travail de la justice se faire. Non, vous avez donné votre point de vue. C'est extrêmement dangereux d'entendre ça. C'est bon, merci beaucoup. Non, c'est vous qui êtes dangereux, monsieur Nkoulou. Ne venez pas susciter la haine des Gabonais. Est-ce que je suis Mais non, ne dites pas un Gabonais que s'il meurt à l'hôpital, vous avez réclamé le calme. la justice fait son travail. Laissez la gouvernance. Je vais demander à la régie de mettre le générique fin, s'il vous plaît. Vous avez demandé le calme. Le calme sur le plateau. Merci beaucoup, Félicien Rotogué. Jean-Christian Combila, votre argumentaire, votre mot sur la situation qui prévaut actuellement au sein du groupe Sekagadi, ce sera également votre conclusion. Mais c'est une situation préoccupante parce que, comme tout le monde le sait, Sekagadi emploie de nombreux Gabonais. Le staff management est essentiellement gabonais. Les représentations provinciales sont entre les mains des Gabonais et donc ce sont de nombreuses familles gabonaises qui gagnent leur vie à travers Sekagadi. Maintenant, cela fait quand même un bon moment que les responsables de Sekagadi interpellent les différents gouvernements. Ça remonte à pratiquement 5, 6, sinon même plus de 7 ans que les autorités de la Sekagadi sont en contact avec le ministère du Commerce, avec l'économie, pour solliciter justement un appui de l'État afin que ce grand groupe commercial puisse continuer à servir les populations gabonaises. Maintenant, comme l'a dit M. Sima, il y a un conseil d'administration. C'est à ce conseil d'administration de proposer un modèle économique viable et de le soumettre aux autorités de l'État pour voir dans quelle mesure l'État peut leur venir en aide. Je vous dis merci, chers messieurs, d'être passés sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous. On a mis le curseur sur ce qui fait l'actualité dans notre pays, notamment la session criminelle spéciale et les verdicts qui ont été donc prononcés. On aura l'occasion de revenir sur ces sujets qui font l'actualité dans notre pays. Merci à Félicien Rodrigue, Jean-Christian Combila, à vous également Pascal Nkoulou, à Stevie et Sima. On aura le plaisir de vous retrouver peut-être jeudi, puisqu'il y a Ligne de Mire à 21h, jeudi sur Télé Africa pour continuer à décrypter l'actualité. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.